Bienvenue, imprudent mortel. Dans cette 4e vidéo du cycle des sorcières, j'aborde un fait important. Les sorcières sont-elles toutes des femmes? La question semble être superflue. On observe effectivement une prépondérance féminine très importante chez les sorcières. Pour un sorcier, 100 000 sorcières, disait même Jules Michelet. Toutefois, si on leur oppose les chiffres des victimes de la chasse aux sorcières, qui étaient des hommes à 20%, non, elles n'étaient pas toutes des femmes. Les catins du diable, oui, mais qui vous dit que ce dernier dédaignait les hommes? Urbain Grandier ou Gilles de Ré font partie des condamnés pour sorcellerie célèbres parmi les hommes. Le premier fut soupçonné d'être à l'origine de la possession des possédées de Loudun, qui étaient des religieuses. Le second faisait de l'alchimie et du satanisme, qui passait par le sacrifice d'enfants. Quant à l'église de Wicca, un mouvement néopaganiste dont je reparlerai, elle a été fondée par un homme. Pourtant, Roald Dahl affirmait au début du roman Sacrée sorcière que celles-ci sont toujours des femmes. Alors qu'un géant ou un vampire, c'est toujours un homme, selon lui. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ces espèces, toujours d'après lui, apparaissent spontanément sans avoir besoin d'être mis au monde. Cet auteur tenait particulièrement à la répartition des sexes chez certaines espèces. Apparemment, dans la trilogie des Charmettes aussi, tout porte à croire que les sorcières sont toutes des femmes par défaut. C'est pareil dans le roman Verte de Marie Desplechin. Les pouvoirs d'une sorcière ne sont transmis qu'à sa fille aînée, de sorte qu'en général elle n'en met au monde qu'une. Pourquoi s'embêter? De par le fait, les sorcières sont des femmes le plus souvent, y compris dans la fiction. Vous savez sans doute déjà traiter une femme désagréable, comme votre institutrice sévère ou votre vieille voisine acariâtre de sorcière. Par exemple, Etty Green, qui était toujours vêtue de noir, devait être la personne la plus radine au monde. Elle avait aussi une hygiène douteuse et on l'a surnommée, sans surprise, la sorcière de Wall Street. C'était une milliardaire qui s'était rendue célèbre pour ses coups en bourse. En revanche, qualifié de sorcier, un méchant homme ne vous est sans doute jamais venu à l'esprit. En 1999, l'autrice Françoise d'Aubonne écrira « Le sexocide des sorcières ». Elle entendait par là que la chasse aux sorcières fut un génocide, mais spécifiquement envers les femmes, et je ne lui donne pas vraiment tort. La chasse aux sorcières était-elle un crime misogyne? C'est bien possible. Parce qu'on attribue aux sorcières les défauts habituellement reprochés aux femmes, comme la luxure ou la ruse. Un homme qui avait des différends était invité à les vider sur le pré et à enfoncer une lame dans le ventre de celui qui l'avait offensé. Mais la seule ressource d'une femme, bien souvent, était le poison, l'arme secrète des sorcières, qui agissent dans l'ombre, faute de pouvoir le faire sur la place publique. Comme si la sorcellerie était l'allié des faibles. La sorcière illustrait la peur de la femme dans toute sa laideur et sa brutalité. C'est la misogynie qui la revêt des défauts qu'on lui connaît. La laideur physique, aussi donc la luxure et la ruse, et tout cela faisait qu'une sorcière apparaissait si repoussante et était un tel danger pour la société. Parce que justement, la sorcière est puissante en raison de ce dont elle est capable et elle est indépendante. Le plus souvent, elle n'a pas de mari. Ou elle n'en a plus. Elle fait du ballet, l'instrument qui symbolise les corvées et qui la lie au foyer, l'instrument de pouvoir sur lequel grimper
et voler. Or, les hommes sont facilement mal à l'aise dès qu'une femme est plus puissante qu'eux. Si elle l'est, ça les mettra même tellement mal à l'aise qu'il la trouvera agressive dès qu'elle lui parle, alors qu'en fait, elle parle normalement. Demandez ça aux femmes qui occupent des positions de pouvoir, à commencer par les présidentes, les PDG, les doctorantes, les médecins-chefs, etc. Être l'époux d'une puissante sorcière serait même un tel cauchemar que pour être gentille, comme je le disais, si la chose est possible, ça passe aussi souvent, du moins autrefois pour une sorcière, par le fait d'avoir au contraire un mari. Qui a mari a seigneur, disait l'adage. Donc, si vous n'en avez pas, comme la sorcière classique, attention, gare à vous. Vous êtes indépendante, ça n'est pas bien. Si vous en avez un, au contraire, vous rentrez dans le rang. Vous pouvez être bien perçu. C'est très bien. Je rappellerai que même aujourd'hui, être une femme seule est un vrai stigmate, bien plus que quand on est un homme, et que la phrase « tu finiras vieille fille » est une menace, et que dans les caricatures, la vieille fille qui n'a pas trouvé d'époux a un point commun avec les sorcières. Elle est bien souvent entourée de chats. Ce n'est pas un hasard, je crois. Comme ce n'est pas un hasard qu'on moque les femmes célibataires parce qu'elles n'ont pas de mari. Alors, à quoi servent-elles, franchement ? Une sorcière perd sa dangerosité supposée et est considérée comme gentille, bien souvent, si elle tombe amoureuse et si elle épouse un homme, et bien souvent cela se traduit par le fait qu'elle se retrouve au foyer. Alors oui, elle peut faire beaucoup de choses d'un claquement de doigts, mais bon, elle reste une femme qui reste toute la journée seule chez elle à faire le ménage et les courses, pendant que c'est son mari qui rapporte l'argent du foyer parce que bon, restons sérieux. On voit cette répartition dans le film Ma femme est une sorcière, puis dans la série télé qui en a été inspirée, Ma sorcière bien aimée. Toutefois, à mesure qu'on avance dans le XXe siècle, les sorcières chercheront plutôt à tout avoir, c'est-à-dire la magie et les hommes. Dans le film tiré de Ma sorcière bien aimée, cette fois-ci, la sorcière est en fait une actrice qui doit jouer le rôle de Samantha dans un film qui reboote la série télé. Donc non, elle ne se soumet pas cette fois. Dans le film Un amour de sorcière, il n'y a plus que 6 sorciers sur la Terre. Ils sont tous apparentés, comme je disais avant. Les sorcières forment des clans. L'un est mauvais, mais 5 autres sont bons. Encore une fois, vous voyez la répartition de l'alignement, qui est même plutôt optimiste ici. On dit dans ce film que les sorcières ne tombent jamais amoureuses, mais cela arrive à l'héroïne qui s'appelle Morgane. C'est mal, je ne crois pas, parce que, eh bien, elle le reste. Dans Charmed, la première série, on pouvait regretter que tout tournait énormément autour des intrigues amoureuses des 3 sœurs. C'est d'ailleurs un tournant pris à mesure de la série, mais non souhaité par l'une de ses créatrices et productrices, Constance Amberge. Cela étant dit, dans Charmed, on voit quelques hommes au foyer qui gardent les enfants quand les femmes combattent, et surtout, Ma sorcière bien-aimée et sa sorcière au foyer seront présentées comme éculées. Le film The Love Witch, sorti en 2016, mais qui a une esthétique des années 60, a été tourné sur une pellicule des années 1960 aussi, illustre bien ce paradoxe. La sorcière titulaire, Hélène, ne vit littéralement que pour l'amour. Elle dit que pour avoir et garder un homme, il faut s'y soumettre. Il faut leur donner absolument tout ce qu'ils veulent. Il faut aussi
prendre soin des hommes tout en leur faire absolument tout ce qu'ils veulent. Hélène mettra au point puis donnera un filtre d'amour à l'un de ses amants d'une nuit. Mais cela agit sur lui de manière à le rendre dépendant d'Hélène et à se sentir mal dès qu'elle s'éloigne. N'était-ce pas ce qu'elle veut? Pas du tout. Au contraire, cela la repousse. Elle dit aimer les hommes forts et indépendants. Autant dire que les autres personnages n'hésitent pas à dire à Hélène, parce que quand même nous étions néanmoins en 2016, que sa façon de voir les choses n'est vraiment pas féministe. Et que sans aucun doute, le patriarcat lui a lavé le cerveau. Je pense de même. Au XXe siècle, j'avais dit que l'imagerie de la sorcière a perdu progressivement son aura maléfique. Et c'est passé par le trope de la sorcière au foyer. Mais elle n'y est pas restée. En effet, l'imagerie des sorcières a séduit les mouvements d'affirmation de la femme. Il arrive que certaines féministes reprennent à leur compte, et en les glorifiant, les insultes qu'elles entendent à leur sujet d'habitude. En fait, cela arrive avec tous les groupes opprimés. Prenez garde, les sorcières sont de retour, disaient les pancartes de manifestations italiennes féministes dans les années 1970. Voire selon un slogan qui sert encore aujourd'hui. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Selon un télévangéliste quelque peu illuminé, Pat Robertson, en 1992, le féminisme pousserait, je le cite, les femmes à pratiquer la sorcellerie, en plus de détruire le capitalisme, devenir lesbiennes, quitter leur mari et tuer leurs enfants, ou le contraire, enfin bref. Sorcière, c'était aussi le titre choisi par une revue féministe des années 1970. Quant à Sorcière de la nuit, c'était le qualificatif donné par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale aux aviatrices russes qui les bombardaient de nuit. Si des hommes avaient fait cela, je ne pense pas qu'ils auraient gagné un surnom de monstre. Si c'était des femmes, ça oui, c'est sûr. La prépondérance des femmes est expliquée dans la Wicca par le fait que les femmes sont plus proches de la nature. Commencez par leurs règles synchronisées avec les phases de la lune qui durent 28 jours à chaque fois. En donnant la vie, elles acquerraient le pouvoir de création de la déesse mère. Donc, on va dire c'est l'explication scientifique. Mais il est beaucoup plus probable que leur prépondérance s'explique par le fait que faire de la magie c'était mal faire et que les sorcières étaient censées présenter en pire tous les défauts féminins. Et pourtant, des sorciers vous en connaissez, n'est-ce pas? Généralement, ils sont âgés et bienveillants, eux, comme Merlin, Gandalf, Dumbledore ou Eusebius. Ils sont des descendants spirituels des druides, qui étaient effectivement aussi des prêtres païens, mais aussi de tous ces astrologues, alchimistes et devins de cour que les puissants gardaient près d'eux, comme John Dee et Nostradamus, qui ont respectivement œuvré près des reines Élisabeth Ier et Catherine de Médicis. Cette dernière ayant, entre autres paraît-il, possédé un miroir magique, dans lequel elle voyait l'avenir. Ces enchanteurs sont parfois malveillants, mais ils restent des mages à bâton magique au service des grands de ce monde, ou sont des grands eux-mêmes, comme Saruman, Zangdar, Elias le Fourbe, Cédric dans Princesse Sophia et évidemment Voldemort. Rien à voir avec la mégère pauvre et solitaire au fond des bois. Style la sorcière d'Hansel et Gretel, Dame Mime dans Merlin et la sorcière dans Rebelle. Voilà d'ailleurs qui correspond bien aux zones d'action qu'ont laissées traditionnellement aux hommes et aux femmes. La lumière et les lieux de pouvoir, ou l'ombre et le foyer. Tant qu'il est en fait compliqué de trouver des versions de genre inversé de chaque archétype, bien qu'elles existent. Glinda, dans Le Magicien d'Oz, peut évoquer le mage de cour en version féminine, tout comme les marraines de Cendrillon et de La Belle au Bois dormant, même si
Malgré leur chapeau pointu, leurs ailes en attestent. Ces dernières sont en fait des fées. Maléfique est également une fée, mais elle nous rappelle un mage noir, à l'instar de la reine dans Blanche-Neige. Tout du moins jusqu'à sa métamorphose en sorcière classique, qui remet les choses à leur place. Malgré leur qualificatif de fée, Morgane, qui était une enchanteresse noire, et Viviane, qui était une enchanteresse blanche, étaient à la base des mortels, enseignés par Merlin. Quant à la mégère solitaire en version mâle, eh bien je n'en connais qu'un. Gargamel dans les Schtroumpfs. Merlin l'Enchanteur lui aussi vivait au fond des bois, au début du film du même nom, mais s'installera très vite dans le château où vit le futur roi Arthur. Par un très intéressant paradoxe, l'un des sorciers les plus célèbres au monde, Harry Potter, est un garçon, jeune qui plus est, comme une exception confirmant la règle. Il est à peu près l'un des seuls à piloter un balai. Et bien lui en prend que dans ce monde les balais soient équipés d'un sortilège dit de coussinage, et bien pratique. Parce qu'un bâton entre les jambes pour un homme, c'est... Enfin, bref. Je crois qu'un balai, il vaut mieux être assis dessus en Amazon. Ou le piloter comme ceci, ou comme cela, enfin bref. Notez que J.K. Rowling ne croit pas du tout à la magie. Selon elle, ce qu'elle décrit n'a jamais rien eu à voir avec des néopaganismes modernes comme la Wicca. Ça explique ces descriptions volontairement très farfelues de la magie. La société des sorciers dans cette histoire reflète très exactement la nôtre, y compris dans l'organisation patriarcale. Les premiers ministres de la magie britannique sont toujours des hommes, et il paraît y avoir le même quota hommes et femmes que nous. Les femmes semblent n'avoir aucune prépondérance dans la pratique de la sorcellerie ici, sauf pour les soins aux licornes. Les dernières préfèrent de prime abord la douceur féminine, reflétant les mythes anciens, où elles ne se laissaient approcher que par les pucelles. C'est une société où l'on côtoie les créatures fantastiques et où le balai sert à faire du sport. Le sceptre des femmes n'est pratiquement associé aux hommes que dans cette histoire. Et d'habitude, si les sorciers veulent s'envoler, ils se transforment plutôt en animal qui en est capable, comme un oiseau ou un dragon. Oui, je sais, l'exemple n'est peut-être pas très bon, celui qui vous viendra à l'esprit c'est Maléfique et c'est une femme. Mais vous voyez sans doute ce que je veux dire. Glinda, la mage au féminin, use de bulles qui sont plus poétiques que le balai de la méchante sorcière de l'Ouest. La métamorphose, c'est vrai, c'est plus badass, c'est sûrement plus difficile que d'user d'un objet ensorcelé. Comme une manière de dire qu'un sorcier masculin est forcément plus puissant. Sauf dans Sacrée Sorcière et sa grandissime sorcière, mais rappelez-vous qu'elles sont toutes des femmes, quand une personne dirige le monde de la magie, il s'agit presque toujours d'un homme. Le premier ministre de Harry Potter, mais aussi le grand sorcier dans Amandine Malaboule par exemple. Dans cette série de romans, précurseur de Harry Potter, Amandine est élève à l'Académie supérieure de sorcellerie pour les filles, et où tous les professeurs sont des femmes. Mais c'est peut-être tout simplement dû au fait que l'Académie est pour les filles. Dans les séries télé qui adaptent ces romans, il est question d'écoles de sorciers pour les garçons, voire d'écoles mixtes. Le ratio garçons et filles, là encore, de cet univers est semblable au nôtre, tout comme dans le film Le bal des sorcières. Autant d'hommes que de femmes, et l'on notera que l'héroïne, Béatrix, est sorcière par son père et non par sa mère, exactement, du reste, comme Sabrina Spellman. L'école Grange dans le roman L'île au crâne est mixte et le héros, David, est un garçon. Tout comme Colin de Plancy dans le roman Le duel de sorciers. Dans Le magicien d'Oz, le magicien éponyme est censé être le seul assez puissant pour amener Dorothy chez elle. Les bonnes sorcières, car celle du Sud apparaît aussi dans les romans et les autres films, ne le pourraient pas.
Pourtant, le soi-disant magicien est un escroc sans pouvoir, bien moins capable que les sorcières. Alors pourquoi lui a-t-on attribué cette prépondérance? Réflexe patriarcal? Chez les Halliwell, dans Charmed, on invoque les mères et les filles et les aïeules au moment des baptêmes. D'où la surprise de Penny, la grand-mère, quand Piper accouche d'un fils, qui se révèle néanmoins l'enfant magique le plus puissant de la Terre, et qu'elle aura un second fils sorcier par la suite. Ça ne manque pas de sel quand on sait que la sorcellerie fait longtemps une affaire de femmes. Néanmoins, Piper aura un troisième enfant qui cette fois sera une petite fille, Melinda. Enfin, dans le film Les sorcières de Halloween, on pense d'abord que dans la famille Cromwell, avec une mère, une grand-mère et 3 enfants, que seules les 2 filles ont des pouvoirs. Mais en réalité, leur frère est aussi concerné. Plus tard, tandis qu'on explore plus en avant le monde d'Halloween, que ce soit par des échanges scolaires, ou quand l'héroïne, Marnie, s'inscrit dans une université de magie, encore une fois, il y a autant de filles que de garçons. Idem dans l'Académie Sage, dans les téléfilms L'école de la magie. Autant de filles que de garçons. Pourtant, je vous le garantis sur facture, ce fut bien une affaire de femmes pendant bien longtemps. Au début, parce qu'elle symbolisait la misogynie dans toute sa laideur. Au début du XXe siècle et jusqu'à peu près son milieu, parce qu'elle présentait les femmes qui, pour rester de bonnes personnes, étaient déchirées entre leur carrière et le fait de rester au foyer pour faire plaisir à leur époux. Et aujourd'hui, eh bien, la sorcière a été récupérée par les mouvements féministes comme un symbole de « oui, je peux être puissante, oui, je sens que cela te dérange, mais crois-moi, tu dois faire avec. » J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.